Nous savons maintenant comment les procureurs affirment que le mari et père, accusé d'avoir étranglé sa femme à mort et tué leur enfant à naître, s'est échappé en Italie quelques semaines avant la date prévue de son procès. Comment Ligili a pu parcourir la moitié du globe compte tenu de ce dont il est accusé, c'est tout simplement ridicule. Et maintenant, il fait face à de nouvelles accusations fédérales. Et attendez de voir le faux nom qu'il aurait utilisé pour s'échapper, ainsi que ce que son avocat très médiatisé nous a déclaré. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Lee Gilly devait être jugé le 29 mai. Il est choquant qu'un homme accusé de ce dont il est accusé ait été autorisé à dormir dans son propre lit depuis qu'il a payé sa caution en octobre 2024. Et les conditions de cette caution n'ont pas suffi à garantir qu'il ne prendrait pas la fuite. Et pas seulement dans un pays, mais dans deux. Voici une photo de Gilly avec sa femme, Krista. Il l'aurait étranglée à mort en octobre 2024 à l'intérieur de leur domicile. Selon les documents judiciaires, il a appelé le numéro d'urgence 911 peu avant minuit et aurait déclaré aux ambulanciers que Krista avait fait une overdose. Les médecins disent avoir trouvé des preuves présumées que cette mère, enceinte de 9 semaines à sa mort, a été étranglée. Une grande nouveauté cette nuit, c'est que les autorités de Houston semblent avoir exécuté un nouveau mandat de perquisition chez Gilly après qu'il se soit enfui en Italie. Maintenant, avant de revenir sur l'affaire à laquelle Gilly devra faire face à son retour aux États-Unis, je veux parler de la situation que nous avons actuellement en Europe, où Gilly est détenu. Il s'agit donc d'une nouvelle plainte pénale fédérale. Elle vient d'être déposée cette semaine après que les autorités italiennes ont arrêté Gilly à l'aéroport de Milan. Les autorités américaines l'accusant maintenant de fuite interétatique pour éviter des poursuites. Et voici les nouvelles informations avancées par le gouvernement fédéral. Ils disent que Gilly a pris un vol Air Canada de Toronto à Milan. Plus précisément le vol AC-894. C'est un vol Air Canada qui va régulièrement de Toronto à Montréal, puis à Milan, en Italie. Ce vol a atterri le 3 mai. Maintenant, il n'est pas clair comment Gilly a pu se rendre du Texas au Canada dans le cadre de sa libération sous caution. Il devait porter un bracelet GPS et maintenant il est accusé de l'avoir retiré. Maintenant, je veux que vous essayiez de comprendre cette chronologie avec nous. Les autorités du Texas disent que le vendredi 1er mai vers 21 heures, ils reçoivent une notification indiquant que le bracelet GPS de Gilly a déclenché une alerte de manipulation. Ils écrivent qu'ils ont essayé de contacter Gilly, mais qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de lui au 4 mai, c'était le lundi suivant. Et à ce moment-là, il était déjà en Italie. Maintenant, cela soulève beaucoup de questions parce que Gilly ne fait pas seulement face à un délit mineur, il est accusé de meurtre capital pour avoir prétendument tué sa femme et son enfant à naître. Et les autorités semblent ne pas savoir où il se trouvait pendant environ 2 ou 3 jours, selon le gouvernement fédéral. Et pendant ce temps, il a réussi à traverser la frontière vers le Canada, puis à traverser l'Atlantique jusqu'à Milan. D'après la plainte fédérale, la cellule spéciale de la côte du Golfe chargée de traquer les délinquants violents, qui comprend des membres des Marshals fédéraux américains, n'a commencé son enquête pour retrouver Gilly que le 4 mai. Gilly serait arrivé en Italie le 3 mai. Et apparemment, la pièce d'identité qu'il utilisait aurait pu suffire pour entrer au Canada et embarquer sur ce vol pour l'Italie. Mais une fois arrivé à l'aéroport de Milan, cela n'a tout simplement pas semblé légitime aux autorités italiennes. Ils disent que le nom qu'il aurait utilisé était le Jean-Luc Olivier. Et il aurait eu un passeport belge ainsi que des documents belges. Les autorités italiennes affirment que ces documents étaient faux et falsifiés. Gilly s'est vu refuser l'entrée en Italie et a été placé en garde à vue. À ce moment-là, Gilly aurait avoué, donné son vrai nom et déclaré attendre son procès aux États-Unis pour avoir prétendument tué sa femme. Maintenant, Gilly a demandé l'asile en Italie. Nous en parlerons davantage dans un instant. Interpol à Rome a alerté les autorités à Washington le 4 mai. Maintenant, Gilly a un avocat de la défense très en vue et cet avocat soutient son client. Je vais vous dire ce qu'il dit à propos de tout cela dans un instant. Mais avant d'en arriver là, je veux parler de ce que tout cela signifie pour l'affaire à laquelle Gilly est confronté ici aux États-Unis. Voici une photo de Lee lorsqu'il a épousé Krista en 2017. Le couple a eu 2 enfants, selon la famille de Krista. Ils attendaient leur 3e enfant au moment de sa mort. Comme vous le savez, nous sommes un cabinet de conseil en logiciel et je viens justement d'aider un ami à choisir un fournisseur de logiciels. Voici une vidéo que nous avons trouvée de Lee sur son ancienne page LinkedIn, juste pour vous donner une idée de la façon dont cet homme se présentait
et de sa voix en tant qu'homme d'affaires travaillant dans l'industrie du logiciel. Mais il semble que les procureurs soient prêts à présenter une image très différente de qui il est lorsqu'il sera jugé. Il y a quelques semaines, les procureurs ont soumis un document présentant des anecdotes à inclure dans les témoignages lors du procès. Les procureurs affirment qu'en mars 2024, environ 6 mois avant la mort de Krista, Lee aurait publié sur Reddit qu'il s'ennuyait dans son mariage et qu'il voulait une jeune femme de l'âge d'une étudiante pour une relation sans engagement. Puis le 7 octobre, c'est le jour du meurtre présumé de Krista. Les procureurs affirment que Lee a acheté un nouveau SUV Kia Telluride à son insu, selon les procureurs. C'est plus tard dans la nuit qu'il a appelé le 911 en disant qu'elle avait fait une overdose. Maintenant, la veille, donc nous sommes le 6 octobre, les procureurs disent que deux amis ont vu Lee dans un bar local à Houston où il se comportait de façon étrange. Ses amis disent que Lee a traité son propre jeune fils d'un terme péjoratif pour désigner les personnes homosexuelles. Un jour avant, des membres de la famille à une fête avec Lee ont aussi remarqué qu'il était distant et se comportait étrangement. Puis, le 8 octobre, donc le lendemain du meurtre de Krista, les procureurs disent donc que Lee a affirmé qu'il était soi-disant, je cite, piégé et qu'il était visé. Il a affirmé qu'il devait quitter le pays, disant les procureurs, et il a dit qu'il devait le faire pour prendre soin de lui-même. Puis, le 10, donc quelques jours après que Krista aurait été assassinée, Lee a parlé de quitter la région de Houston, disant qu'il voulait retourner dans sa Caroline du Sud natale. Et il a dit qu'il voulait retourner en Caroline du Sud le 12. C'est le même jour qu'il a été arrêté et inculpé par la police pour le meurtre de Krista. Les procureurs disent aussi que Lee n'autorisait pas ses enfants à parler à la famille de Krista. Mais peut-être que l'anecdote la plus accablante présentée par les procureurs est ce qu'ils disent qu'il a fait en 2023, car les procureurs affirment qu'à cette époque, Lee a eu une liaison avec une femme à San Diego. Ensuite, les procureurs allèguent qu'entre avril et mai 2025, alors qu'il était en liberté sous caution et accusé d'avoir tué sa femme enceinte, Lee a contacté la même femme avec laquelle il aurait eu une liaison. Et les procureurs disent qu'il a parlé avec elle de projets pour fuir au Mexique et dans d'autres parties du monde. Lee aurait déclaré qu'il pouvait retirer son bracelet GPS. Il aurait également parlé à cette prétendue maîtresse de mariage afin d'obtenir une nouvelle identité. Et il a demandé à cette femme si elle connaissait une identité mexicaine qu'il pourrait acquérir pour l'aider à quitter le pays. Il est important de noter que le même mois où les procureurs affirment que cette communication avait lieu sur plusieurs plateformes en ligne, un grand jury du comté de Harris a inculpé Lee Gilley pour meurtre capital dans la mort de sa femme et de son enfant à naître. Il est intéressant de noter que Lee s'est envolé pour l'Italie. Ce pays n'autorise pas l'extradition d'une personne qui risque la peine de mort. Nous ignorons si c'est la raison exacte du voyage de Lee Gilley en Italie. Et même s'il fait face à cette accusation de meurtre capital, les procureurs n'ont pas précisé s'ils allaient demander la peine de mort dans cette affaire. Vous vous demandez peut-être comment quelqu'un accusé d'avoir tué sa femme et son enfant à naître, alors que ses deux autres enfants étaient à la maison, peut être en liberté sous caution en attendant son procès pour meurtre capital. Voici une vidéo de Lee lors de sa première comparution devant le tribunal après son arrestation en 2024, selon la chaîne de télévision KHO. Le juge a fixé la caution de Lee à 1 million de dollars. C'est une somme énorme pour la plupart des gens, mais pour Lee Gilley, il a pu obtenir sa libération grâce à un cautionnement fourni par un garant. Avant de vous dire comment l'avocat de Lee réagit au fait que son client aurait fui en Europe avant son procès, je voudrais vous présenter son avocat. Il s'appelle Dick de Guérin. Je suis content que vous portiez un masque. Très bien, donc nous sommes tous les deux au sol. Mon coude gauche est au sol. Ma main droite est sur l'arme. Maintenant, ça, c'est De Guérin dans sa défense d'un homme nommé Robert Durst, dont vous vous souvenez peut-être grâce au documentaire criminel diffusé sur HBO intitulé The Jinx. Dans cette scène, De Guérin a rejoué ce que son client a dit s'être passé lorsque son client aurait lutté pour arracher une arme à son voisin, Maurice Black. Durst a reconnu avoir démembré Black, mais a été acquitté du meurtre faute de preuves médico-légales. La nuit de la mort de Krista, les procureurs disent que Lee a reconnu qu'ils se disputaient. Les dossiers indiquent aussi que Lee a affirmé que sa femme n'avait ni antécédent de drogue ni tendance suicidaire. KPRC indique que l'avocat de Lee prévoit de soutenir que Krista est morte d'une pathologie préexistante. Le mois dernier, De Guérin a déposé une requête demandant que les déclarations que Lee aurait faites la nuit où Krista est décédée soient rejetées. De Guérin affirme que son client a été menotté et interrogé, mais qu'on ne lui a jamais lu ses droits Miranda. Après la fuite de Lee en Italie, De Guérin a déclaré ne pas avoir encore parlé à son client à l'étranger,
mais tenter de le joindre. Et il a déclaré à la chaîne de télévision KPRC qu'il n'est pas surpris que Lee soit visé par cette nouvelle accusation fédérale. Et il a également dit que, puisque Gili n'a pas été techniquement admis en Italie, il a été intercepté au poste de douane à l'aéroport. Il pense que le processus d'extradition pourrait en fait avancer rapidement et qu'il pourrait potentiellement retourner aux États-Unis pour être jugé, ce qui est prévu, selon les dossiers du tribunal, le 29 mai. De Guérin a aussi affirmé que la fuite de son client en Europe ne montre pas qu'il se savait coupable, mais qu'il était simplement effrayé. Maintenant, la famille et les amis de Christa, ils ont rassemblé du soutien pour elle sur les réseaux sociaux alors que cette histoire a reçu une attention nationale remontant jusqu'à cette terrible nuit en 2024 où Christa et son enfant Annette ont perdu la vie. Christa, fière diplômée de l'université Clemson, était très appréciée et la justice pour elle est soutenue sur les réseaux sociaux. Les pages ont publié un message disant, je cite, Nous suivons les dernières nouvelles du tribunal pénal aujourd'hui. Nous sommes dévastés, nous sommes terrifiés, nous essayons de comprendre. Merci de votre patience alors que nous traversons ce cauchemar sans fin. Pour en discuter, nous accueillons Jack Rice, avocat pénaliste, ex-procureur et ancien officier de la CIA, la personne idéale pour ce sujet. Qu'est-ce qui vous frappe dans le fait que Lee Gili ait réussi non seulement à se rendre en Italie, mais qu'il ait dû passer par le Canada pour y arriver? C'est tout simplement incroyable. Oui, il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire, Chris. Ce n'est pas juste qu'il ait enlevé son bracelet à la cheville, mais aussi comment il a fait. Combien de temps a-t-il fallu aux autorités du Texas pour s'en rendre compte? C'est une question. La question suivante, c'est comment passe-t-on du Texas au Canada? Et en fait, tu te déplaces de Toronto à Montréal. Comment fais-tu ça? Et même avant d'en arriver là, comment obtient-il un faux passeport belge et essaie ensuite de se rendre à Milan? On sait que cela implique non seulement les autorités du Texas, cela implique la Gendarmerie royale du Canada. Nous savons que cela implique Milan et les autorités italiennes, mais cela concerne aussi Interpol, Interpol à Rome, Interpol à Washington, D.C., donc c'est complexe. Eh bien, et aussi, quand je pense à voyager à l'international, j'ai l'impression qu'il vérifie ton passeport plusieurs fois, même juste pour monter dans l'avion. Et maintenant, dans beaucoup de cas, c'est un scan. Ce n'est plus simplement qu'il regarde dans ton passeport, le tamponne et passe à autre chose. Il y a un processus de scan qui, peut-être qu'un agent d'embarquement ferait. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à monter dans cet avion. L'autre chose qui m'a marqué, ce sont les dates. Le 1er mai, un problème survient avec le bracelet électronique à la cheville. Le 3 mai, il atterrit en Italie. Et puis, le 4 mai, c'est là que la task force est déclenchée, ce qui inclut les US Marshals pour essayer de le retrouver. Comment ça fonctionne? On pourrait penser qu'avec ce dont il est accusé, dès que le bracelet électronique s'éteint, il se mettrait immédiatement à essayer de savoir où il est. Oui, sans aucun doute. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière que des bracelets électroniques tombent en panne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils tombent parfois en panne au niveau de la connexion entre l'endroit où mon client se trouvait et les autorités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la réaction raisonnable? S'il y a déjà eu des problèmes dans le passé, parfois ils vont passer l'appel et attendre. Si cela arrive un vendredi, qui assure la surveillance pendant le week-end? Cela peut sembler évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on constate cette erreur humaine et cet espace où quelqu'un peut exploiter la faille. Et c'est exactement ce qu'il a choisi de faire dans un cas comme celui-ci. Le fait que cela ait pris 4 jours, c'est long et ce n'est pas raisonnable. Quelqu'un aurait dû surveiller cela. Quand ça tourne mal, la réponse sera « Vous serez près d'un téléphone en moins d'1 minute. Vous serez près d'un téléphone en moins de 10 minutes. Vous serez près d'un téléphone en moins d'1 heure. » Mais au-delà de ce délai, nous enverrons les marshals à votre recherche. Et donc, le fait qu'il ne l'ait pas fait met vraiment en évidence, je pense, une erreur de la part des autorités du Texas. Un point intéressant selon moi, la caution a d'abord été fixée à 1 million de dollars. C'était l'intention dans une telle affaire. Il y a certaines juridictions qui en fait ne libèrent pas les gens et n'ont pas à remettre des personnes en liberté sous caution et sous condition. Elles ne le font tout simplement pas. Là où je suis, ils doivent le faire. C'est une exigence constitutionnelle de fixer le montant de la caution. Et pourtant, en même temps, il y a certainement des obligations que les autorités ont si elles décident de remettre quelqu'un en liberté sous condition. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement qu'ils comparaissent au tribunal et affrontent les conséquences potentielles d'une accusation. Il y a aussi l'inquiétude que cette personne pourrait susciter et la menace que cette personne pourrait représenter pour les citoyens du Texas ou franchement du Canada ou franchement de Milan. C'est la question la plus importante que je pense que les gens doivent garder à l'esprit.
et sa caution a certainement été révoquée pour son retour aux États-Unis. Interpol faisait partie de cette affaire. Et finalement, je crois que c'est le 3, les autorités italiennes, à l'aéroport de Milan, se disant que quelque chose ne va pas avec ce passeport. Et là, il avoue tout. Il demande l'asile. Et ensuite, Interpol finit par appeler Interpol à Washington. Et c'est un peu comme ça que cette histoire a commencé. Comment ça fonctionne? Quant à la procédure, cette personne a apparemment admis, soi-disant, qu'il est jugé ou qu'il doit être jugé pour meurtre, mais il demande l'asile. Comment ça fonctionne? Ensuite, l'information finit par revenir. Et quel coup de fil ça a dû être pour les procureurs du comté de Harris? Vous recevez l'appel et c'est «Eh, nous l'avons à Milan». Comment toute cette situation se déroule-t-elle? Oui, la première chose, c'est que quand on reçoit des appels au Texas, la réponse, c'est bon sang, est-ce qu'on a foiré? Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, parlons d'Interpol en général. On peut parler des passeports. Et vous l'avez mentionné plus tôt dans notre conversation, à quel point les passeports sont sophistiqués. Le fait de pouvoir obtenir un passeport. Dans ce cas précis, il a dû en fait remettre son passeport américain aux autorités pour être libéré. Ce n'était pas un passeport américain. Il a en fait réussi à obtenir un faux passeport belge et je vais approfondir un peu plus mon expérience dans le renseignement ici. Si vous avez remarqué, il avait aussi d'autres documents. On appelait parfois cela des documents de couverture. Et on appelait ça des documents de couverture parce que ça voulait dire que vous pouviez dire oh, eh bien, j'ai ceci, j'ai cela et j'ai encore ceci. Ça pouvait être un permis de conduire, ça pouvait être mon carte A, ça pouvait être un reçu d'un restaurant local. Il pourrait y avoir autre chose dans mon portefeuille pour dire c'est étrange, j'ai eu des problèmes avec mon passeport. Il faut rappeler que les passeports, pas seulement américains, sont sophistiqués. Vraiment, chaque passeport, surtout les passeports européens, sont très complexes. Ce n'est pas seulement une question d'utiliser différents types d'éclairage. Ils recherchent certains éléments de sécurité qu'ils intègrent dans ces passeports. Je veux dire, je peux vous dire que j'étais en Italie il y a quelques semaines et ce qui m'est arrivé auparavant, c'est qu'on m'a mis à l'écart, voyons, aux Pays-Bas, à Stockholm, à Paris, à Prague ces dernières années, parce qu'ils disent votre visage est trop gros. C'était à cause du Covid et je n'ai pas trouvé ça très gentil de leur part. On est tous passés par là. Ouais. Ouais, mais c'était vraiment vrai. Donc le point, c'est que ce ne sont pas seulement les pièges qui sont placés dans ces passeports. Ce qu'ils recherchent, c'est que tous les documents soient cohérents, mais ils regardent aussi spécifiquement la personne et ils observent le comportement. Et l'une des choses pour lesquelles on reçoit une formation quand on travaille avec le DHS, le département de la sécurité intérieure ici, mais aussi à l'échelle internationale, c'est qu'ils recherchent des comportements qui sont incohérents. Et donc, c'est l'une des choses sur lesquelles ils travaillaient clairement quand ils ont parlé d'autres documents. Il a convaincu quelqu'un à Toronto, il a convaincu quelqu'un à Montréal qu'il était suffisamment proche et qu'il devait y avoir un certain problème. Mais cela a aussi établi, est-ce que cela devrait suffire? Non, mais c'est le cas. Mais pour revenir à votre question initiale, la question d'Interpol. Interpol est une organisation fascinante parce qu'elle n'est pas basée ici. C'est une organisation internationale. Elle avait été créée il y a environ 110 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est en fait basée à Lyon. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé ces interconnexions entre pratiquement tous les pays. Et cela met vraiment en évidence le fait qu'il existe une approche interagence et une approche organisationnelle internationale pour des problèmes comme celui-ci. Et cela montre vraiment à quel point c'est important. Je veux dire, je peux vous donner un exemple simple comme Ted Bundy. Vous vous souvenez du tueur en série? Le problème qui s'est posé avec l'affaire Ted Bundy aux États-Unis, c'est que même à l'époque, il n'y avait pas de coopération ni de communication entre les différentes juridictions. Donc, dans l'État de Washington, dans le Wyoming, dans l'Idaho, en Floride, des choses se passaient et personne ne pouvait contacter les autres. Et personne ne savait ce qui se passait. Eh bien, ils se sont rendus compte que c'était un problème, tout comme ce que nous avons vu avec Interpol. Et donc, dans ce cas, lorsqu'une alerte a été déclenchée au Canada, cela allait à Interpol. Ensuite, cela a été envoyé à Rome car ils savaient qu'ils prenaient l'avion pour Milan. Et donc, ce que nous avions, c'était cette interconnexion qui garantissait que lorsque quelque chose tourne mal, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, le lien se fait. Ainsi, Interpol à Rome a contacté Interpol à Washington
D.C. pour rechercher un citoyen américain parce qu'il pensait que la situation était bien celle qu'il soupçonnait. Donc c'était cette connexion, cette coopération internationale que je trouve tellement essentielle et vraiment incroyable quand on parle de lutter contre la criminalité internationale ou de gérer ceux qui pourraient être en fuite pour échapper à des accusations, qu'ils viennent du Texas, de New York, de Paris ou de Copenhague. Eh bien, il y avait aussi certains documents, et cela avant qu'ils ne se soient prétendument enfuis, où les autorités, ou plutôt les procureurs, ont inclus dans un document quelques anecdotes qu'ils comptaient utiliser lors du procès, qui devait commencer le 29 mai. Nous verrons si cela aura vraiment lieu. Et le lendemain de la mort de sa femme, il aurait parlé de quitter le pays. Il l'accuse d'avoir eu une liaison en 2023. Et ensuite, en parlant à cette femme, ils disent qu'il lui a parlé en 2025 de la possibilité de chercher une pièce d'identité au Mexique. Donc c'est quelqu'un qui était déjà en liberté sous caution, ce qui est rare dans les affaires passibles de la peine de mort, et qui pouvait dormir dans son propre lit la nuit, même avec le GPS. Et ensuite, il a ses conversations. Est-il permis d'avoir ces conversations? Si vous êtes les autorités et voyez quelqu'un parler de quitter le pays sans l'avoir fait, que faites-vous? C'est d'autant plus absurde qu'il ait pu quitter le pays, car cela ne devrait pas arriver. On lit ce document avec du recul, mais on dirait que ce type y pensait depuis longtemps. Oui, ça augmente vraiment la menace aussi, non? Et le vrai problème qui vient avec ça, c'est que si on pense à ces conditions de libération, qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Il était censé rester en contact. Il était censé respecter la loi et il devait aussi faire certaines autres choses. Eh bien, le problème qui se pose parfois lorsqu'une personne est libérée, bien sûr, c'est que si vous faites quelque chose qui n'est pas un crime, mais cela met certainement en évidence ce problème. Ce que cela peut faire, c'est que cela peut être recevable en ce qui concerne l'accusation principale, mais cela n'atteint pas nécessairement le niveau où l'on peut dire que vous avez violé les conditions de votre mise en liberté. Le vrai problème, bien sûr, c'est que son comportement met très clairement en évidence un risque potentiel accru de fuite. Maintenant, En fait, en y réfléchissant, l'une des choses qui peut arriver, c'est que vous pouvez fixer une caution dans une affaire et qu'un juge peut fixer une caution dans une affaire. Mais si les conditions changent, vous avez la possibilité de retourner voir le juge et de lui demander soit de diminuer, soit d'augmenter la caution selon la partie que vous représentez et d'expliquer que les conditions ont changé depuis que nous avons initialement fixé la caution. Donc, par exemple, si en 2025, vous apprenez qu'il essaie de se procurer un faux passeport au Mexique ou qu'il prévoit de partir pour le Mexique, franchement, les procureurs au Texas auraient pu ramener cela devant le tribunal et dire, vous savez quoi? Nous demandons une augmentation de la caution ou nous demandons que vous le gardiez en détention parce qu'il représente un risque de fuite encore plus important que ce que nous pensions. Et il s'agit d'une affaire passible de la peine de mort. Dick de Guérin est son avocat, un avocat de la défense très en vue. Beaucoup se souviennent de lui au procès de Robert Durst. Et il a eu de nombreux clients très médiatisés. Quand j'ai assisté à des mises en accusation, et nous les avons tous vues, bien sûr, vous savez, vous en faites tout le temps. On entend toujours l'avocat de la défense essayer d'obtenir des conditions de libération favorables pour son client. C'est comme s'il disait, peut-être qu'il n'a pas de casier judiciaire. Il a des liens avec la communauté. Vous savez, dans ce cas, il a réussi à obtenir des conditions plutôt favorables, semble-t-il, pour son client, qui a ensuite pu rentrer chez lui, mais qui est sous surveillance GPS. Quand quelque chose comme ça arrive, est-ce que le tribunal voit l'avocat de la défense d'un mauvais œil? Comme si on revenait à ce que vous avez dit, vous savez, en reprenant vos propos, vous avez dit qu'il allait se présenter. Et puis dans ce cas, c'est un peu un cas dramatique où il part en Europe. Comment ça se passe? Et je sais qu'en tant qu'avocat de la défense, vous faites de votre mieux pour votre client, mais comment le tribunal perçoit-il l'avocat de la défense dans une situation comme celle-ci? Bonne question, je ne crois pas qu'on me l'ait déjà posée. J'ai plaidé des milliers et des milliers de demandes de libération sous caution. Et la seule chose à laquelle nous sommes obligés, c'est que nous ne pouvons pas mentir au tribunal. Nous ne pouvons pas commettre de fraude ou cacher quelque chose au tribunal. Donc, par exemple, s'il avait eu la moindre connaissance sur le fait que son client prévoyait de faire X, Y ou Z, eh bien, au moment où il présente son argument, il aurait alors dû changer la façon dont il présentait son argument dès le départ. Cela donne-t-il une mauvaise image à l'avocat de la défense? Eh bien, je suis entré de nombreuses fois dans une salle d'audience où les gens me regardaient et décidaient que j'étais un certain type de personne à cause du type de client que je représente. J'ai actuellement de nombreux clients qui ont des affaires de meurtre, y compris des affaires de meurtre multiples. Et parfois, j'entre dans la salle d'audience
et je fais face à des procureurs et à des juges qui me regardent. En gros, ils partent du principe que, vu le genre de personnes qu'ils pensent que mes clients sont, par association, je suis pareil. Je dois régulièrement m'assurer que tous dans la salle comprennent mon rôle. Parfois, je disais, votre honneur, clarifions ma position. Et j'ai dû faire ça devant des juges. Et je pense que je ne m'en rends compte que maintenant, Chris, parce que je fais ça depuis si longtemps que je me retrouve régulièrement devant des juges à qui j'ai appris à être avocat quand ils étaient assistants juridiques. Oui, N'est-ce pas? À la fac de droit, je leur enseignais déjà ce qu'ils font aujourd'hui. Et maintenant, je me retrouve devant tout un tas de juges dont je me souviens quand ils avaient 23 ans. Et vous savez donc, si on parle de son avocat, Dick, ou de beaucoup d'autres grands avocats de la ville et du pays, croyez-moi, on a la peau dure. On supporte ça toute la journée, c'est notre métier. et il a Dick de Guérin, son avocat de la défense, vous savez. L'un des commentaires donc qu'il a fait était qu'il s'inquiète du fait que, puisque cela s'est produit soudainement, si cela est présenté au procès, cela donne l'impression d'un indice de culpabilité. Qu'il s'est enfui parce qu'il l'a fait et qu'il essaie de fuir la réalité. Il soutient que son client est simplement effrayé. Comment cet argument pourrait-il potentiellement être perçu par un jury? Par exemple, comment un jury pourrait-il voir cette situation si, lors du procès, il est effectivement présenté qu'il s'est enfui à Milan, en Italie? Ça donne une mauvaise impression. Je veux dire, on va essayer d'arranger ça. Mais tu sais, on ne peut pas embellir cette merde. On ne peut pas. On ne peut pas. Le fait est qu'un jury va regarder ça et ils vont encore moins aimer ce type. Maintenant, il y a beaucoup d'aspects et d'allégations dans cette affaire, y compris le fait que sa femme, Christa, était en fait enceinte à ce moment-là. Rien que cela va horrifier le jury face à cette affaire. Et c'est une réalité à laquelle lui et son avocat Dick vont devoir faire face. Mais chaque fois que vous avez aussi cet élément lié à sa fuite, ça aggrave encore les choses. Et l'accusation se prépare absolument à utiliser ces mauvais agissements. Rappelez-vous, vous pouvez utiliser, si vous arrivez à les faire accepter, des actes répréhensibles antérieurs, des choses qui se sont produites. En fait, il y a certains documents que j'ai eu l'occasion de consulter dans cette affaire où ils essaient de faire admettre qu'il avait peut-être une maîtresse et certaines autres déclarations qu'il faisait. Ils tenteront de faire accepter ces éléments au procès. En même temps, les mauvais actes commis après les accusations elles-mêmes, on peut aussi essayer de les faire accepter parce qu'ils reflètent vraiment la culpabilité. Ils reflètent la fuite parce qu'un homme innocent fuirait-il? C'est l'argument que l'accusation va absolument avancer. Et franchement, Dick a déjà fort à faire avec une victime plaignante parce qu'on n'en est pas encore là, qui est l'épouse décédée qui était enceinte. Ça lui donne déjà beaucoup de travail. Donc, cela ne va faire qu'ajouter à cela. Et enfin, pour finir, d'après ce que nous savons des preuves dans cette affaire, le médecin légiste dit que Ligili a étranglé sa femme à mort. J'ai lu sur KPRC TV que Dick de Guérin, beaucoup de la défense pourrait tourner autour d'une pathologie préexistante. Et l'argument qu'il avancera si et quand cela ira au procès, c'est qu'elle est morte des suites d'une pathologie préexistante. En tant qu'avocat de la défense et ancien procureur, comment aborder une affaire d'étranglement? Quels défis devront-ils affronter lors d'un procès? Eh bien, réfléchissons à la nature même de l'accusation et à cette prétendue pathologie préexistante. Je veux dire, l'une des difficultés auxquelles les deux parties seront confrontées, c'est d'établir s'il y avait une pathologie préexistante. Et plus important encore, ce que nous avons, c'est que nous disposons d'un certain nombre d'informations. Et vous allez voir non seulement le médecin légiste venir et dire quelle était la cause du décès, dans quel état se trouvait le corps à ce moment-là. Je veux dire, par exemple, nous parlons des cas d'étranglement. L'une des premières choses que je recherche toujours, c'est ce qu'on appelle une hémorragie rétinienne bilatérale. Ce sont des yeux injectés de sang où il se passe quelque chose qui provoque un traumatisme réel qui remonte jusque dans la tête. Il y a en fait des os qui peuvent se casser, qui se trouvent dans le cou, et c'est ce que vous recherchez. Et si c'est le cas, tout cela en fait partie. Y a-t-il d'autres traumatismes autour de la zone de son dos? C'était une des choses dont parlait l'accusation, mais aussi la question de l'étranglement. Donc la question est, quel était l'état du corps? Ensuite, ce que vous avez de la part de l'accusation, c'est qu'un autre expert va venir et parler d'une affection préexistante, expliquer ce qu'est une affection préexistante, ce que cela ferait à un corps
et ce que cela ferait à un corps qui a ensuite été agressé. Et donc, vous allez avoir les deux versions de cela. Maintenant, en même temps, la défense peut examiner cette affaire et dresser une liste. Et il y a environ 18 ou 19 éléments différents que vous pourriez observer dans une affaire d'étranglement. Et souvent, vous n'en voyez pas beaucoup parmi ceux-là. Et vous n'avez pas besoin d'en voir beaucoup. Mais il se peut que vous en ayez 17, 18 ou 19. Et si 14 d'entre eux manquent, eh bien, je vais passer beaucoup de temps à établir qu'il ne s'agissait pas d'un étranglement parce que je n'ai pas vu cette hémorragie, parce que vous n'avez pas forcément besoin de la voir, mais je pourrais m'en servir. Et maintenant, je peux alors revenir en fonction de ce que fait l'accusation. Et je peux utiliser mon propre expert. Une partie de cela concerne une question entre experts. Et s'il n'y avait personne d'autre dans la pièce, tout ce que nous avons, ce sont les éléments médico-légaux. Tout ce que nous avons, c'est un corps. Et ce n'est pas toujours aussi facile que vous le pensez. Oui, et nous verrons ce qui va se passer. Beaucoup de regards étaient déjà tournés vers ce procès lorsqu'il a commencé, avant que Lee Gili ne parte en Europe. Et maintenant, beaucoup de gens vont surveiller son retour et voir comment les choses vont évoluer à partir de là. Jack Rice, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Excellente conversation. Merci d'être là. C'est un vrai plaisir. Merci. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois